l'Europe peut désormais s'affirmer comme la première puissance au monde. Mitterrand nous disait, les Allemands ne sont pas pour la monnaie unique, les Allemands tiennent aux marques, ils n'ont que ça. Elle n'avait pas d'issue en fait, donc elle ressemblait à un bourdon qui se cogne aux vitres un peu. Non. L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. C'est une chance historique pour la France. Maastricht, oubliez l'insécurité, l'immigration, les fausses factures. Il y a des raisons d'être un peu en colère. Je veux dire qu'on est tombé de l'armoire. Nous devons pouvoir exclure un pays de la zone euro. Nous ne pouvons pas laisser défaire ce que les générations précédentes ont construit. C'est la cata. Ils font exactement l'inverse de ce que fait n'importe quel chef d'entreprise lorsqu'il reprend une entreprise en difficulté. Tout doit être mis sur la table. La BCE est prête à tout pour préserver l'euro. La politique, elle arrive trop tard. 1989, un si bon cru pour notre hexagone. En 1989, la France célèbre le bicentenaire de la Révolution. Les Champs-Élysées sont à la fête, la ville lumière n'a jamais autant mérité son nom. Cette année-là, le défilé n'est pas la seule raison de se réjouir. Il n'est pas impossible que 1989 soit le cru du siècle. Certes, il est un peu tôt pour le dire, mais la promesse enflamme déjà les amateurs. 1989. Nous sommes à la pointe. Notre Minitel est équipé de messagerie. Le monde entier nous l'envie. Bref, 1989 aurait pu être l'année de la France, mais voilà, un autre pays nous a volé la vedette. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe. Des centaines de milliers d'Allemands de l'Est franchissent la frontière. Le dernier à l'avoir tenté a été abattu d'une balle en plein cœur, un an auparavant. Il s'appelait Chris Geffroy, il avait 20 ans. Ce jour-là, les deux Allemagnes se retrouvent. C'est inimaginable. Je ne peux plus parler. Un vent de liberté souffle sur le vieux continent, comme il n'en a pas connu depuis la libération. C'est la fin de la guerre froide. La promesse d'une Europe fraternelle. Enfin ça, c'est l'histoire telle qu'on a voulu y croire. Le lendemain, à l'Élysée, les gardes républicains sommeillent encore. Peut-être ont-ils veillé en regardant les images du vieux monde qui s'écroule. Le président Mitterrand prend la mesure de l'événement. À l'époque, nous étions jeunes et nous avons vécu ça avec enthousiasme, évidemment, parce que c'était la liberté qui déferlait sur toute l'Europe. Le président Mitterrand, qui était d'une autre génération, lui, se sentait comptable des sentiments de l'ensemble du peuple français, et notamment de ceux qui avaient vécu la dernière guerre, et il ne manifestait pas le même enthousiasme. Il voyait surtout les conséquences que ça pouvait avoir sur l'ensemble de l'Europe. Beaucoup de proches de François Mitterrand ont connu la guerre. Pour eux, la future réunification, c'est le spectre d'une Allemagne toute puissante qui sort de son tombeau de fer. Pourtant, ces seigneurs de la politique ont fait preuve d'une incroyable responsabilité, à commencer par Roland Dumas. Son père a été exécuté par les Allemands. J'ai réfléchi et j'ai tout pesé. Je me suis dit, on ne fait pas revivre les morts, mais peut-on au moins
essayer d'utiliser la mort de quelques hommes pour faire quelque chose de vivant. Je crois que c'est François Mauriac qui disait « J'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux ». Mais bon, c'est un sentiment qui n'était pas, je veux dire, peut-être pas partagé par tout le monde, mais qui était quand même, on peut dire, existait quand même dans l'opinion française. Dans les heures qui suivent la chute du mur, le président fait une première déclaration. Ce sont des événements heureux, puisqu'ils marquent un progrès de la liberté en Europe. Mais entre ce phénomène et le phénomène organique que signifierait une réunification, un certain nombre d'actes et de délais se produiront sans doute. Nous aurons l'occasion d'en reparler. En d'autres termes, oui à la réunification, mais sous condition. François Mitterrand s'interroge sur le cours de l'histoire. Il sait la fusion des deux républiques allemandes inéluctable, mais elle peut faire basculer le destin de l'Europe. À l'époque, l'Allemagne de l'Ouest est la troisième puissance économique mondiale, le premier exportateur de la planète. Une fois réunifiée, elle devient un géant de 80 millions d'habitants, un mastodonte, qui pourrait bien décider de se suffire à lui-même. Et Paris a bien saisi l'enjeu. Et un jour, Kohl tient le discours suivant. Michel, n'oubliez jamais que moi, Helmut Kohl, j'appartiens à la dernière génération de dirigeants de la République fédérale d'Allemagne qui auront connu la guerre. Quand l'Allemagne ne sera plus dirigée par des gens qui ont vécu la guerre, elle ne s'occupera plus probablement que d'elle-même. Ce matin-là, Humphrey, le chat du Premier ministre britannique, fait une sortie sous bonne garde. Rien ne doit arriver au First Animal, car Margaret Thatcher est d'une humeur massacrante. Comme Mitterrand, elle a vu des images de la chute du mur. Nous avons vaincu les Allemands 2 fois, et les voilà de retour, dit-elle. Pour Margaret Thatcher, la réunification menace les intérêts de la couronne. Et quand Mitterrand lui disait « Mais Maggie, si vous êtes vraiment inquiète, je soutenais mes efforts pour que ça renforce la construction européenne. » Ah non, pas question. Pas question, je veux pas. Donc elle n'avait pas d'issue, en fait. Donc elle ressemblait à un bourdon qui se cogne aux vitres un peu dans cette période, vous voyez. Je me souviens que Margaret Thatcher lui disait « Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'une Allemagne unifiée nous écrasera de sa supériorité économique ?» À quoi Mitterrand lui répondait premièrement, d'abord, l'Allemagne est économiquement déjà beaucoup plus forte que vous, que les autres, l'Angleterre et la France. Deuxièmement, lui disait-il avec une forme d'ironie, je ne crois pas que ce soit l'économie qui mène le monde, c'est la politique. S'il y a bien un projet politique qui passionne François Mitterrand, c'est l'Europe. Le président a une vision stratégique bien différente du Premier ministre britannique. Il se projette dans les 20-30 ans à venir. Seule l'union de l'Europe peut faire qu'on fasse entendre notre voix dans le monde. Et c'est ça que Mitterrand expliquait à Margaret Thatcher. Il avait déjà une vision de ça. Mitterrand est habité par une conviction. Il faut arrimer l'Allemagne à l'Europe. Il décide alors de jouer une carte maîtresse. Celle d'une monnaie commune à l'Allemagne, à la France et à l'ensemble des pays européens. Depuis des années, un projet de monnaie unique est à l'étude sous la houlette de Jacques Delors, le grand artisan de ce chantier. Pour François Mitterrand, il est temps de forcer le destin. Mais dans la partie qui est en train de se jouer, il doit compter sur Margaret Thatcher. La dame de fer y est viscéralement hostile. Helmut Kohl, lui, n'a qu'une ambition. Entrer dans l'histoire. Devenir le père de la réunification allemande. Mais pour cela, il a besoin de ses 2 alliés. Depuis les accords de paix de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne doit obtenir l'aval des États-Unis, de l'URSS, de la France et de la Grande-Bretagne pour toutes les décisions qui concernent son avenir. Les 4 puissances peuvent mettre leur veto à la réunification. Helmut Kohl va alors tenter un coup de force.
Ce jour-là, le chancelier se présente devant le Parlement allemand. Il a un texte en main, il paraît tendu. Aucun des députés présents ne connaît le contenu du document. Il avait tellement peur qu'il y ait des fuites qu'il l'avait fait taper par sa femme. Il n'avait même pas prévenu son ministre des Affaires étrangères. À la stupéfaction générale, Helmut Kohl présente un plan en 10 points. Objectif, parvenir à la réunification. Quelle sera la forme d'une Allemagne réunifiée? Personne ne le sait, mais que l'unité se fasse. Si les hommes le veulent, elle se fera. Les députés plébiscitent le plan du chancelier préparé dans le plus grand secret. Tout le monde est furieux. Il a prévenu personne. Même Bush père avait reçu en catastrophe une heure avant le texte en allemand non traduit. Donc il se dit, mais comment se fait-il? Il m'a rien dit. Thatcher, j'en parle même pas. Mitterrand m'appelle. Je viens le voir. Il me dit que je n'ai pas du tout apprécié l'attitude de Kohl dans cette circonstance. Il avait très mal pris le fait que Kohl soit là quelques jours avant, qu'on discutait de ses affaires sérieusement, qu'on se disait tout. Et qu'il ne lui ait pas dit, mais la semaine prochaine, je fais une déclaration. La stratégie de Kohl est un succès. Il échappe aux pressions extérieures. Après avoir rallié le Parlement, il compte sur une adhésion populaire totale. La réunification passe en force. Pour Washington, Londres et Paris, l'opération est un camouflet. François Mitterrand est pris de court, mais tant que l'Allemagne n'est pas officiellement réunifiée, la France peut encore poser ses conditions. Ce sera l'union monétaire. Donc on peut exiger quelque chose contre la réunification, on exige la monnaie unique, ça c'est, on ne transigera pas, et le reste on verra après. C'était en somme, c'était ça la position de la France. Reste un problème. Les Allemands sont charnellement accrochés aux marques. Jamais les Allemands, qui avaient le Deutsche Mark, une monnaie très forte, qui s'imposait à toute l'Europe et au monde, jamais l'Allemagne consentira à sacrifier sa monnaie. Et je me souviens que François Mitterrand nous disait, toujours avec son air un peu comme ça, malin, il disait oui, les Allemands ne sont pas pour la monnaie unique, les Allemands tiennent aux marques, il faut les comprendre, ils n'ont que ça. Depuis la fin de la guerre, le mark est le ciment de la République fédérale d'Allemagne, le symbole de son miracle économique. Une puissance bâtie sur un énorme potentiel industriel et une monnaie forte, sans cesse réévaluée. Le Deutsche Mark est le garant de la prospérité. Toucher à la monnaie, c'est briser l'Allemagne. Mitterrand dit à Helmut Kohl, il faut y aller maintenant. Ça fait des années qu'on parle de la monnaie unique. Oui, je sais, François, mais les Allemands ne sont pas prêts. Oui, enfin, c'est le moment. Après, ils sont encore moins prêts. Quelques jours après le discours d'Helmut Kohl, François Mitterrand abat ses cartes. Il fait du sommet européen de Strasbourg un tremplin pour la monnaie unique. Mais il ne s'agit encore que de négociations. Aucune date butoir n'est envisagée pour sa mise en place. Et sur cette affaire, l'Allemagne joue un drôle de jeu. Le chancelier Kohl avait envoyé pendant tout l'été qui a précédé des émissaires multiples et variés à François Mitterrand pour lui dire surtout attendez, il faut, c'est trop compliqué. Sur le front britannique, la dame de fer est vent debout contre la monnaie unique. Non. Non. Madame le Premier ministre peut-elle nous dire si elle va poursuivre son combat contre la monnaie unique et l'indépendance de la Banque centrale quand elle ne sera plus en fonction? Non, elle en sera le gouverneur. Quelle bonne idée. C'était une femme qui était assez conservatrice. Donc l'idée de l'innovation, de faire quelque chose, elle a toujours été contre l'Europe, il faut bien le dire. La Grande-Bretagne fait barrage. L'Allemagne tergiverse. La France semble bien seule. Dans les semaines qui suivent, François Mitterrand va contre-attaquer. L'avion présidentiel se pose à Berlin-Est. Mitterrand n'entend pas se laisser dicter par Kohl le plan de route de la réunification. Il compte se servir de ce voyage pour mettre le chancelier allemand sous pression.
Malgré la chute du mur, il n'a pas annulé cette visite prévue depuis 1 an. Il aurait pu renoncer, ça aurait été peut-être perçu comme un signe de faiblesse. Donc il n'a pas renoncé, il y a été, à mon avis, il a très bien fait. Le régime est à bout de souffle. Il vit ses dernières semaines. La France signe une série de traités culturels et économiques avec la RDA moribonde. Puis François Mitterrand fait une déclaration qui pose les conditions de la réunification. La voie démocratique est la seule qui soit ouverte. Démocratique et pacifique. Car c'est aussi l'affaire de vos voisins. Disant cela, je pense au respect des accords et des traités. Autrement dit, la réunification doit se faire avec l'accord des puissances occupantes. En Allemagne, la rumeur se répand comme une traînée de poudre. François Mitterrand veut bloquer la réunification. On reproche à la France de se mêler de ce qui ne la regarde pas. On l'accuserait presque de jouer un rôle de dominateur. Un peu comme un Astérix qui utiliserait une potion magique pour refaire l'Europe à sa manière, à son image. La position de la France n'est pas claire, dit ce monsieur. Et une dame ajoute, la France ne veut pas de réunification. C'était d'ailleurs une suprême habileté tactique de montrer que dans cette Europe nouvelle qui était en train de se faire, bien montrer à l'opinion publique française et à l'opinion publique européenne que la France se déterminerait aussi en fonction de ses intérêts propres. Guerre psychologique en somme. Le chancelier allemand sait que Margaret Thatcher fait barrage à la réunification. Que se passerait-il s'il perdait le soutien de François Mitterrand? Ce qui a aidé énormément était la rencontre informelle entre le chancelier et le président Mitterrand à Latch, début janvier 90. Les deux hommes se sont promenés. Mitterrand a gagné la conviction que Kohl allait tenir sa parole. George Bush a souligné vis-à-vis de Mme Thatcher, maintenant ça suffit avec ses réserves et réticences, il n'y a pas de problème pour la politique européenne, au contraire, qu'elle retire ses réserves. La Grande-Bretagne lève ses objections, la France est rassurée sur la monnaie unique, l'Allemagne est réunifiée avec la bénédiction des Alliés. Rendez-vous est fixé à Maastricht 1 an plus tard avec tous les partenaires européens pour trouver un accord sur la monnaie unique. Mais il va encore falloir que chacun surmonte ses démons. On s'arrête un instant, Daniel Cohen. D'où vient ce projet de monnaie unique que François Mitterrand semble sortir de sa manche pour arrimer l'Allemagne à l'Europe? Il la sort ni de sa manche, ni de son chapeau. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on parle de la monnaie européenne. Victor Hugo en parle. Keynes, le grand économiste anglais après-guerre, expliquera qu'il faut construire une monnaie supranationale pour sortir de la crise. Et quand Jacques Delors est nommé président de la Commission européenne, la première idée qu'il a, c'est de réfléchir à une monnaie européenne qui vienne justement s'ajouter à la construction européenne qui est en cours à ce moment-là. Donc c'est un projet qui est surtout politique? C'est un projet qui est politique, mais qui n'aurait jamais vu le jour s'il n'y avait pas eu des causes économiques profondes. En réalité, au cours de cette période, dès les années 70, on vit de crise monétaire en crise monétaire. Le dollar fait à peu près n'importe quoi. En l'espace de quelques mois, il est capable de passer du simple au double. Donc pour les Européens, c'est insupportable, c'est insoutenable. Et Jacques Delors, quand il rend son rapport en février 1989, dans lequel il explique la voie vers une monnaie unique, mais à ce moment-là, tout le monde pense que ce rapport sera mis sur les étagères, qu'il n'aura aucune suite. C'est bien la rencontre avec la crise politique de 1989 qui va permettre à l'euro de voir le jour. Ce matin-là, une petite ville du sud des Pays-Bas s'éveille, comme si de rien n'était. Ses habitants n'ont sans doute pas conscience que ce jour-là, Maastricht va entrer dans l'histoire. À 9h du matin, Jacques Delors, le président de la Commission européenne, débarque. Depuis des années, le père de l'Europe, comme on le surnomme, prépare un plan de passage à l'union monétaire. C'est l'heure de vérité. Les dirigeants des 12 pays de la communauté européenne ont rendez-vous pour trouver un accord. Je souhaite que nous ayons le sursaut du cœur et de l'intelligence nécessaires pour faire franchir une nouvelle étape à l'Europe. Le bal est ouvert au Palais des Congrès.
En guest star, John Major, le nouveau Premier ministre britannique. Il a pris la succession de Margaret Thatcher. Puis viennent François Mitterrand et Helmut Kohl. Fidèles à leurs habitudes, lors de ces rencontres au sommet, ils prennent le petit déjeuner ensemble. La journée sera rude. Le mouvement est engagé. Et j'ai la faiblesse de penser qu'il est irréversible et que ce mouvement nous conduira vers l'union économique et monétaire. Ouverture des négociations. François Mitterrand et son ministre des Finances, Pierre Bérégovoy, jouent serré. Premier obstacle, John Major. Il s'oppose fermement à la monnaie unique. La Grande-Bretagne n'a jamais envisagé d'adopter une monnaie unique. Depuis toujours, nous avons considéré que la livre sterling et le contrôle de notre politique monétaire étaient essentiels à notre indépendance. J'ai rencontré Pierre Bérégovoy. Un jour, il m'a dit « Je crois profondément que mes enfants vivront dans les États-Unis d'Europe. » Et j'ai pensé « Bon sang, ils y croient vraiment ?» Pour passer outre le refus britannique, François Mitterrand sait qu'il peut s'appuyer sur Helmut Kohl. Mais le chancelier allemand doit tenir compte d'une opinion qui a les nerfs à vif. La réunification coûte cher. Pas question pour lui de signer un nouveau chèque en blanc à l'Europe. L'attitude allemande à l'époque, c'était d'accord sur le principe du mariage, mais on va commencer à vivre ensemble, et puis on verra bien exactement quand on se mariera. Hein, l'attitude française, c'était, puis on est d'accord pour se marier, alors si on est vraiment d'accord pour se marier, mettons-nous d'accord sur la date du mariage, et puis après on organise la vie commune. C'est effectivement un mariage de raison, mais pas seulement pour les Français, pour les Allemands aussi. Pas croire qu'on s'aime comme ça, béatement. On se connaît, hein, déjà. Et c'est bien là le problème. Les Allemands n'ont aucune confiance dans la gestion monétaire des Français. Les dévaluations se sont multipliées sous les gouvernements de droite comme de gauche. Dévaluation en 1981, 82, 83, 86. Une catastrophe pour les Allemands. Helmut Kohl fixe les règles du jeu. La monnaie unique sera une copie conforme du mark ou ne sera pas. Et la Banque centrale européenne sera calquée sur la Bundesbank, indépendante des politiques. Son seul objectif, lutter contre l'inflation. Cette pression allemande pour l'indépendance de la Banque centrale m'agaçait un peu, moi, mais j'avais fait ma religion que nous n'irions vers l'euro qu'à la condition d'accepter ça. Chaque peuple est formé par son histoire, et les souvenirs les plus durs des Allemands étaient liés à l'inflation, à la hyperinflation de la fin des années 20, début des années 30, qui ont mené, avec d'autres éléments, à l'arrivée du nazisme. Au sortir de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne doit payer des dommages de guerre qui conduisent le pays à la ruine. La valeur du mark s'effondre. L'inflation dépasse l'entendement. 1000 milliards de marks pour une baguette de pain. Le pays s'enfonce dans une crise économique féroce. La misère envahit les rues. Ces souvenirs ont traumatisé les Allemands. L'inflation, c'est la chose qui a détruit l'Allemagne à un certain moment. Et que ça se répète jamais. Comme le disait le ministre allemand de l'époque, Theo Wegel, au fond, il avait peur d'être contaminé par ce qu'il appelait les pays du Club Med. Alors, on ne savait pas trop s'y classer la France là-dedans, je crois pas, mais enfin, voilà. Les Allemands ont toujours considéré qu'abandonner le Deutschmark au profit de l'euro, c'était en quelque sorte se marier avec des monnaies, disons, dont la crédibilité, la stabilité, la qualité étaient un peu cheap, quoi, hein. Après une courte pause, retour à la table des négociations. À Maastricht, la tension monte, la France entérine le principe d'une monnaie forte. Elle accepte le désormais fameux critère de convergence. Pour entrer dans l'euro, la dette d'un pays ne pourra pas excéder 60% du PIB et les déficits, 3%.
Mais en contrepartie, François Mitterrand obtient de ses partenaires ce qui est à ses yeux essentiel. Quoi qu'il advienne, la monnaie unique sera créée au plus tard le 1er janvier 1999. Ce calendrier impératif scelle le destin de l'Europe. Immédiatement, les Britanniques menacent de tout bloquer. Norman Lamont exige un statut spécial pour la Grande-Bretagne. Elle veut être libre de rejoindre ou pas la monnaie unique quand bon lui semblera. Le bras de fer dure des heures. Et c'est alors que j'ai quitté la Réunion. Je me souviens d'avoir essayé de claquer la porte en sortant, mais elle était épaisse comme ça, et elle s'est refermée très lentement. Du coup, mon geste dramatique a quelque peu perdu de son panache. Je suis allé boire un café, et quand je suis revenu, environ 1 heure plus tard, on m'a dit « Votre proposition est acceptée ». Ils m'ont dit aussi que j'avais mis en danger tout le processus de Maastricht, mais je n'en ai pas cru un mot. À 17h, l'ambiance devient électrique dans la salle de presse. La rumeur se répand. Les 12 pays membres sont parvenus à un accord. La Grande-Bretagne a obtenu son statut particulier. Une décision a été prise ici, à Maastricht. Le mécanisme conduisant à une union monétaire assortie d'une monnaie unique est désormais enclenché. François Mitterrand sort de la salle de réunion, visage impassible comme à son habitude. Il a obtenu ce qu'il était venu chercher. Helmut Kohl sort aussi la tête haute. L'euro ressemblera comme 2 gouttes d'eau aux marques. La monnaie unique sera une berline allemande. François Mitterrand regagne Paris. Dans quel état d'esprit est-il à ce moment-là? Savoure-t-il ce moment historique ou est-il traversé par les doutes? Aurait-il dû se battre pour une Europe plus sociale? Repense-t-il aux mises en garde de Mme Thatcher sur la puissance allemande? Le président réserve ses déclarations pour le journal de 20 heures. L'Europe peut désormais s'affirmer comme la première puissance au monde. C'est pas qu'on ait des intentions dominatrices, mais enfin, première puissance commerciale, c'est déjà pratiquement le cas. Mais première puissance industrielle, première puissance pour la recherche, première puissance pour, qui offrira aux jeunes des possibilités d'avoir du travail. L'heure est à l'optimisme. Mais le président mesure-t-il vraiment les conséquences de l'accord qu'il vient de signer? Avec Helmut Kohl, ils ont imposé une vision politique. Mais ils n'ont absolument pas prévu de véritables mécanismes de sécurité économique en cas de crise. Si on avait dit aux Allemands, puisque vous n'êtes pas prêts à aller au bout de ce processus, bah tant pis, on laisse tomber. On ne fait pas de monnaie unique. Vous gardez le mark, nous le franc, les autres la pesette et compagnie. Ça aurait été une erreur historique parce que ça aurait été, à mon avis en tout cas, irrattrapable. Jamais plus les Allemands se seraient sentis engagés à travers un chancelier genre Kohl pour faire ça. Jamais Schröder n'aurait fait ça, et encore moins Mme Merkel. Donc c'était le moment ou jamais. Daniel, est-ce qu'il manque quelque chose à l'euro après cet accord à l'arraché? Est-ce qu'il y a en quelque sorte un vice de fabrication? Oui, absolument. Chacun prend un Maastricht qu'il est venu chercher. Les Français veulent absolument une date butoir, ils l'ont. Les Allemands voulaient absolument des règles budgétaires et l'indépendance de la Banque centrale, ils l'ont. Mais on passe à côté de tous les détails. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si une grande banque commerciale fait faillite? On n'en parle pas. Dans tous les pays du monde, c'est la Banque centrale qui doit s'en occuper, pas ici. Bref, on demande à la Banque centrale d'être indépendante, mais on lui refuse les moyens d'agir. On se focalise sur l'inflation, qui est la grande question des années 70 et 80. On n'a absolument pas en tête la stabilité financière de la zone, qui sera la grande question des années 90 et 2000. Et une monnaie sans coordination des politiques économiques, ça peut marcher? Sans coordination des politiques économiques, sans une banque centrale qui dispose de tous les moyens d'action, non, en réalité, ça ne peut pas marcher. Après l'accord de Maastricht, une nouvelle bataille commence pour François Mitterrand. Un pari fou. Il veut faire valider le traité par référendum, malgré l'avis de ses conseillers. Je vais le voir et je lui dis, nous avons la majorité à l'Assemblée nationale, le Sénat est plutôt européen,
Au fond, il y avait deux possibilités de ratification, ou le référendum, ou le vote simultané des deux chambres. J'ai dit, moi, je serais d'avis, pour ne pas nous compliquer la vie, c'est de passer par le Parlement. Il dit non. Je ne veux pas qu'à la faveur du changement de majorité, on remette en question. Et je veux au contraire que ce soit le peuple qui souscrive à ce que nous avons fait. Il est vrai que François Mitterrand s'appuyait à tort sur les sondages qui, à ce moment-là, donnaient l'Europe gagnante. Les Français, à ce moment-là, étaient pro-européens sans aucune réticence. Et il a pensé que le référendum passerait comme une lettre à la poste. Et pas du tout. Très vite, le camp du non à Maastricht rassemble ses forces. Il se trouve un chantre, un héros, Philippe Séguin. Le 5 mai dans la nuit, le député d'opposition fait un discours flamboyant à l'Assemblée nationale. Le réquisitoire dure 3 heures. L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. Elle enterre la conception de la souveraineté nationale et les grands principes issus de la Révolution. 1992 est littéralement l'anti-1789. Héritier du gaullisme, Philippe Séguin fait campagne pour une Europe des nations. En 1992, Mitterrand pense que le mouvement est minoritaire. En quelques semaines, c'est une lame de fond. Les partis politiques s'en sont emparés, le débat a pris un tour polémique, politiciens, certains ont voulu faire la peau à Mitterrand, se servir du référendum pour désavouer ou censurer le président. L'union monétaire déchire la droite. Jacques Chirac, président du RPR, alors favorable au traité, perd le contrôle de ses troupes. Séguin est rejoint par Charles Pasqua, une autre grande figure du parti. Puis le Front National, le Parti communiste et les écologistes se joignent au mouvement du non. Jean-Pierre Chevènement fait scission au sein du PS pour militer contre le traité. L'effet boule de neige se transforme alors en avalanche. L'Élysée organise la riposte. Roland Dumas charge Élisabeth Guigou de diriger la campagne du oui. Elle parcourt la France à la rencontre des Français en maillot de bain. La jeune ministre met tout en œuvre pour convaincre, rassurer la France des terroirs. C'est délicieuse. Vous en faites vous-même des rillettes, madame, non? Non. Pas bon. J'ai été la seule lancée dans la campagne quand même. Hein. J'ai été rejointe à la fin de l'été quand tout ce petit monde avait pris ses vacances, mais voilà. Et on s'est beaucoup moqué d'ailleurs du fait que j'aille sur les plages, dans les campings, il fallait aller où étaient les gens. Je n'avais pas beaucoup d'expérience politique, mais je pensais vraiment qu'il fallait faire une campagne de terrain. Mais à 1 mois du référendum, les sondages sont très serrés. Le non à Maastricht monte en puissance. Désormais, il talonne le oui. Le gouvernement déploie alors les grands moyens. Il fait réaliser un clip vidéo diffusé sur toutes les chaînes de télévision pour vanter les mérites du traité. Bah ce machin, à part que c'est imprononçable, moi je suis pour. Moi je veux voir ça avant d'être trop vieux. Non. Mais non, je blague. Oui! C'est une chance historique pour la France. On n'a pas le droit de la rater. Ça, c'est les campagnes du début, l'achat de ballons et compagnie, jusqu'à ce qu'on se rende compte que ça marchait pas du tout. La tonalité de la plupart des milieux bien pensants et des médias déjà à l'époque, ça consistait à stigmatiser ceux qui voulaient tenter, qui étaient tentés par le non. Hein, en les traitant d'archaïques, souverainistes, le pénis, je ne sais quoi, ça rendait les gens furieux. Ça. Et pour cause. En face, les tenants du non mènent une campagne efficace. Maastricht, hop, oubliez le chômage. Maastricht, hop, oubliez l'insécurité, l'immigration, les fausses factures. Les Français se laissent convaincre. Courant août, le non passe en tête dans les sondages. 53% de la population rejette le traité. François Mitterrand prend la mesure du danger. Durant toute la campagne, il s'est tenu en retrait.
Le président souffre d'un cancer de la prostate. Le mal vient de récidiver malgré une longue période de rémission. Mitterrand est à bout de force. Il m'a fait venir à l'Arche le 15 août. Alors, j'avais pris 3 jours de vacances autour du 15 août. Mais là, coup de fil, alors il venait me dire comment vous sentez les choses. Je lui ai expliqué que ça tournait très mal, que je le voyais dans mes rencontres, que je le sentais dans mon courrier et qu'il allait falloir qu'il intervienne personnellement. Devant la débâcle de ses troupes, François Mitterrand décide alors de mener lui-même la dernière bataille. Un débat télévisé à quelques jours du référendum. Le président a toujours écrasé ses adversaires à cet exercice. Mais cette fois, il est au plus mal. Restent 2 atouts. L'information n'a pas filtré, et surtout, Mitterrand fait peur. Ils avaient la trouille de Mitterrand. C'est-à-dire qu'à aucun moment, Charles Pasqua n'a envisagé, alors qu'il était au sommet de sa popularité, n'a envisagé d'affronter François Mitterrand sur un sujet aussi compliqué que l'Europe, parce qu'il savait qu'il allait se faire déchiqueter. Avant le grand amphithéâtre qui s'appelle la salle des architectes. François Mitterrand entre dans l'arène. Une émission solennelle et sur mesure diffusée en direct sur TF1. Président de la République. Voilà, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur le Président de la République. Voilà. Je suis président de la Dès les premières minutes, Mitterrand prend l'avantage. Je suis là pour répondre à vos questions. Je ne suis pas là pour engager un débat avec vous. Je suis, pour l'instant, c'est moi le président de la République. Si un jour... Monsieur le Président... Donc, posez vos questions... Je n'ai pas contesté cette situation. Posez vos questions et Philippe Séguin se lance. La monnaie unique, elle est entre les mains d'un système qui est un système technocratique. Ceux qui décident la politique économique, ce sont les politiques élus par le suffrage universel, je veux dire, les chefs d'État et de gouvernement qui composent le Conseil européen. Au traité lui-même, vous l'avez sous les yeux, c'est une bonne précaution, mais moi je le connais assez bien. Pas besoin de la voir. Je ne l'ai pas négocié, Monsieur le Président. Pour vous dire que... C'est pour ça que je l'emmène. Oui, non, mais c'est un avantage indéniable que j'ai eu, qui me permet d'avoir une connaissance plus ancienne et peut-être plus profonde. Fin du premier round. François Mitterrand l'emporte haut la main. Mais à la coupure publicitaire, une équipe médicale attend le président dans les coulisses pour lui prodiguer des soins. J'étais dans la salle. Je crois qu'aucun de ceux qui ont assisté à ce débat ne s'attendait à voir un président dans cet état de santé. Voilà. Bon, c'était au-delà de ce que tout le monde pouvait penser. À un moment, au milieu de l'émission, il disparaît pendant un temps tout à fait anormal. Je ne savais pas qu'à l'intérieur de la Sorbonne, ils avaient mis un petit truc de soin à l'intérieur. J'étais à l'antenne, j'entendais Moujotte, j'ai dit mais il va revenir Philippe Séguin est témoin de la scène. Une occasion en or d'anéantir Mitterrand. Il ment sur son état de santé. Si Séguin le dit à l'antenne, le président ne sera plus qu'un faussaire aux yeux des Français. Mais il n'en fait rien. Philippe Séguin a été un homme d'honneur, un homme d'élégance, un homme d'État. Un Pasqua aurait pu dire bon, écoutez, de toute façon, cette affaire, je ne peux pas discuter avec le président de la République, puisque de facto, il n'est plus le président de la République, puisqu'il y a 2 cancérologues ou 3 médecins qui sont en train de le soigner, donc de le doper dans les coulisses. Au deuxième round, François Mitterrand n'en fait qu'une bouchée. Pourtant, il se trouve, Monsieur le Président de la République, qu'il y a beaucoup de Français qui sont acquis à l'idée européenne et qui ne peuvent accepter ce traité de Maastricht. Je pense que c'est votre cas. C'est probablement mon cas, oui. Non, probablement seulement. Plus que probablement. Oui, quelquefois je me pose la question. Mais je me réserve. Il avait été tellement bon, tout le monde a compris que la situation s'était retournée. C'est exactement comme si le vote était intervenu pendant l'émission. Le soir du référendum, tout le gratin socialiste s'est donné rendez-vous au palais de l'Élysée. Dans la salle de réception, la tension est palpable. François Mitterrand et Roland Dumas se sont isolés dans un bureau. Les premiers sondages au sortir des urnes laissent présager un score très serré. Moi, j'étais très inquiète quand même. Je me souviens très bien, je parlais avec Pierre Vimont, qui était le directeur de mon cabinet, et je lui disais, écoute Pierre, tu sais, j'ai bien réfléchi, hein, si on perd ce soir, demain matin, on n'est plus là. Les premiers résultats qui arrivent étaient très très mauvais. Et toutes les 10 minutes, Mitterrand sortait de son bureau, j'étais dans le bureau à côté avec ses secrétaires, il sortait de son bureau, il disait « Ah Roland, où on en est ?»
Et je disais, ben, écoutez, appelez le ministre de l'Intérieur, appelez le ministre de l'Intérieur. Ce soir, la France joue son destin, mais aussi celui de l'Europe. Si l'un des moteurs de l'Union dit non, la monnaie unique est enterrée. À 19h45, le ministère de l'Intérieur donne les résultats. La pression retombe enfin. C'est oui à 51,04%. Une victoire extrêmement courte. Je me souviens, Mitterrand, maman, il s'arrête. Et puis, il me prend par le bras. Il me dit, Roland, je vais vous dire quelque chose. Je serais malade du cœur, je crois que j'y serais resté. Mes chers compatriotes, nous venons de vivre, en ce dimanche 20 septembre, l'un des jours les plus importants de l'histoire de notre pays. Avec ce vote, la France entre dans une nouvelle ère. La monnaie unique est une expérience inédite, un formidable saut dans l'inconnu. Alors, l'euro est sur les rails, il entrera en vigueur 10 ans plus tard, on va le voir dans un instant, mais il a eu chaud. Est-ce que cette victoire très courte va avoir des conséquences? Oui, indiscutablement. L'élan est coupé. Les Danois vont être appelés à voter, ils voteront contre, et en réalité, après la ratification de Maastricht, les gens pensent à autre chose. Il y a une crise économique très sévère, la guerre d'Irak qui déstabilise la croissance économique mondiale. Les Européens qui veulent se qualifier pour l'euro mettent en ordre leurs finances publiques, se préoccupent pas de grand-chose d'autre. Et au bout du compte, lorsqu'il va falloir expliquer les conditions de fonctionnement de l'euro, on va se contenter de reprendre ce qui étaient les conditions d'entrée, c'est-à-dire un déficit pas supérieur à 3%, une dette pas supérieure à 60%. Il n'y aura rien de plus. En réalité, on ne rajoutera rien. La seule novation institutionnelle qu'on va s'autoriser, c'est la création de ce qu'on va appeler l'Eurogroupe, c'est-à-dire le groupe des ministres des Finances de la seule zone euro qui se donnent le droit de discuter entre eux. Ça ne va évidemment pas très loin et ce sera très insuffisant. Le 1er janvier 2002, les Européens fêtent l'arrivée de l'euro. Dans les 12 pays de l'Union monétaire, l'heure est à l'enthousiasme. C'est feux d'artifice et spectacles grandioses. Qui pouvait imaginer ce qui allait suivre quelques années plus tard? Ça fait combien en francs? 200 francs, man. 200 francs. 200 francs, man. C'est comme une nouvelle naissance. Je suis contente et je vais les dépenser pour la première fois à Madrid. Dans les milieux financiers, c'est champagne et petits fours. Car l'arrivée de l'euro promet un monde sans crise. L'euro devient la deuxième devise utilisée dans le monde. Dans les premières années, c'est l'euphorie en Europe. Mais à peine adoptée, la monnaie unique va être mise à mal par ses deux puissants parrains, la France et l'Allemagne. François Mitterrand et Helmut Kohl, les deux pères de l'euro, sont partis. Jacques Chirac entame son deuxième mandat à la présidence de la République. Mes chers amis, je voudrais vous souhaiter naturellement à toutes et à tous la bienvenue. Les styles sont différents, mais sur l'Europe, les convictions semblent les mêmes. Pourtant, en ce jour de juillet 2002, le premier cercle présidentiel est préoccupé. La France a du mal à boucler son budget et à respecter les critères de Maastricht. Nous sommes dans cette période où, au fond, la France doit faire des efforts considérables pour avoir un déficit inférieur à 3%, mais en même temps doit dépenser beaucoup d'argent pour financer principalement ces 35 heures. Les comptes sont d'autant plus difficiles à tenir que Jacques Chirac a promis des baisses d'impôts. Dès 2002, un premier signal fort devra être donné en abaissant l'impôt de 5% pour tous. La France voit alors filer son déficit, mais Jacques Chirac ne semble pas pressé de régler le problème. J'ai essayé plusieurs fois de lui en parler. D'abord, Jacques Chirac, c'était pas un interlocuteur extrêmement facile. Il avait en particulier une capacité à détourner
les sujets de conversation absolument exceptionnels. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui soit capable pendant 1 heure de temps de vous empêcher d'aborder le sujet qu'il ne veut pas vous voir aborder. Le président ne devient pas prudent par hasard. Il se souvient sûrement de son premier mandat entre 1995 et 2002. À l'époque, pour entrer dans les critères de Maastricht et se qualifier pour l'euro, la France avait décidé de réduire ses dépenses de retraite et d'assurance maladie. Résultat, une grève sans précédent. Des millions de personnes dans la rue. Le gouvernement d'Alain Juppé avait dû reculer. On sentait bien qu'il y avait quand même, chez le président Chirac, une certaine distance par rapport à la nécessité de ces réformes, en tout cas par rapport à leur faisabilité, compte tenu de ce qu'il pensait de la capacité du pays à accepter les changements. Résultat, en 2003, la dette augmente. Le déficit se creuse, les critères de Maastricht sont dépassés. La France viole le pacte de stabilité européen. À Bruxelles, le commissaire chargé des questions monétaires tape du poing sur la table. La France est membre de l'Union européenne, elle ne peut ignorer ses obligations vis-à-vis de la monnaie unique. La France s'expose à de lourdes sanctions. Frappés dans leur orgueil national, l'Élysée et Matignon préparent la riposte. Moi, mon premier devoir, c'est pas d'aller rendre des équations comptables et de faire des problèmes de mathématiques pour que tel ou tel bureau dans tel ou tel pays soit satisfait. Mon devoir, c'est de faire en sorte qu'il y ait du travail pour les Français. On ne peut pas être le fondateur de l'Europe, les fondateurs de l'Europe, et se trouver avec une Europe que vous avez créée qui vient vous juger et vous sanctionner. Pour éviter les sanctions de Bruxelles, la France se trouve alors un allié de poids. Gerhard Schröder a pris la succession d'Helmut Kohl à la chancellerie allemande. L'Allemagne, incarnation de la rigueur en Europe, va curieusement faire cause commune avec la France. En fait, l'euro n'était ni le sujet favori de Schröder, ni celui de Chirac. Nous savons de Schröder qu'il qualifiait l'euro de naissance prématurée. Et les deux hommes se préoccupaient bien plus de la politique intérieure. Sur ce point, ils se ressemblaient beaucoup. Et ils se comprenaient. Pour le nouveau chancelier, la politique intérieure allemande, ce sont les sacrifices nés de la réunification. Elle a coûté plus de 1000 milliards d'euros. Les caisses de l'État sont vides. Les entreprises d'Allemagne de l'Est ont fermé les unes après les autres. Le chômage atteint 12%. Madame Thatcher craignait la puissance allemande, mais l'Allemagne est devenue l'homme malade de l'Europe. Dettes et déficits ont miné sa compétitivité. Schröder décide de réagir. Nous allons réduire les prestations de l'État, promouvoir la responsabilité individuelle et demander un plus grand effort à chaque citoyen. Toutes les forces de la société devront apporter leur contribution. Le néolibéralisme, c'est partout la même chose. Donc voilà, on va réduire le système social et c'est clair que les gens vont dans les rues, quoi. La durée d'indemnisation chômage passe de 32 à 12 mois. Les chômeurs ne peuvent refuser un travail même s'il est en dessous de leur qualification. L'aide sociale est réservée aux plus démunis. En Allemagne, c'est le temps de l'austérité, des grèves. Mais Schröder
tient bon. Dominique Strauss-Kahn a été au cœur de l'euro, d'abord comme ministre des Finances, puis au Fonds monétaire international. Il se souvient de ce moment particulier. Pour la première fois, il revient sur cette histoire. Il y a un moment donné où il faut quand même faire les comptes. Et donc, Schröder dit qu'il faut faire les comptes, et c'est le moment de recréer la nouvelle Allemagne, c'est-à-dire maintenant elle est réunifiée, tout n'est pas réglé, loin de là, mais enfin, le plus gros de l'effort a été fait, ça nous a coûté, on a du déficit, on va remettre sur pied une compétitivité nouvelle, et donc, j'accepte ce déficit parce que j'ai un objectif. L'Allemagne s'engage dans une formidable révolution industrielle, prenant appui sur une nouvelle base arrière. En Slovaquie, en Pologne, en République tchèque, l'Allemagne délocalise à outrance et ne garde sur son territoire que la plus haute valeur ajoutée. Le Made in Germany est de retour, mais surtout est fabriqué en dehors. Mais pour engager ces réformes, Schröder a besoin de marge de manœuvre. Comme Jacques Chirac, il laisse filer les déficits. Résultat, après la France, Bruxelles menace maintenant l'Allemagne de sanctions. Jusqu'alors, Jacques Chirac et Gerhard Schröder entretiennent des relations distantes, mais subitement, ils deviennent les meilleurs amis du monde sur le dos de l'Europe. Les Allemands, ils dépassent le déficit budgétaire, ils s'endettent, mais pour investir dans la réforme de leur système, et ça portera ses fruits. Les Français, ils s'endettent pour consommer, et donc ils sont endettés, mais ça ne donne rien derrière. Et la grande divergence de compétitivité entre l'Allemagne et la France qu'on ressent encore aujourd'hui, fortement, elle vient de ce moment-là. Mais ils ont un intérêt commun au même moment. C'est que dans les deux cas, ils ont intérêt à ce que Bruxelles leur casse pas trop les pieds sur le déficit budgétaire. Réunion des ministres des Finances. Ils vont voter. Faut-il sanctionner ou non la France et l'Allemagne pour leur écart budgétaire? Les deux grands pays européens veulent bloquer le vote. Ils parviennent à rallier les voix de l'Italie et du Luxembourg. Ils ont utilisé les instruments juridiques pour faire une minorité de blocage et empêcher qu'il y ait des sanctions. L'Europe, c'est une Europe du droit. Donc on est obligé de respecter les règles. Donc ils se sont débrouillés pour avoir la majorité. 4 heures du matin, le verdict tombe. Les sanctions contre la France et l'Allemagne sont suspendues. Jacques Chirac et Gerhard Schröder réussissent leur tour de force. La Commission regrette profondément la proposition qui ne respecte ni les règles, ni l'esprit du pacte de stabilité. Le pacte de stabilité vole en éclats, ouvre la porte à toutes les dérives. L'Union européenne perd le seul instrument de régulation dont elle dispose. Le signal que ça donne, c'est en effet que tout est permis, puisque finalement les deux plus grands se moquent de ce qui a été signé, mais en plus que de toute façon, la souveraineté des États l'emporte. Donc quand un État vous dit, bah, écoutez, vous pouvez raconter ce que vous voulez, de toute façon moi je le fais pas, les autres ont bien du mal à passer au travers. Dans les années 2000, le laxisme devient la règle. L'Espagne va vivre des années d'euphorie. Une ville conçue pour le prochain siècle, avec toutes les commodités du présent. C'est la bulle immobilière. Les Espagnols s'endettent et s'endettent encore. Les remboursements des prêts immobiliers peuvent s'étaler sur 50 ans. Oui, c'est une folie. Pour moi aussi, c'est absurde. Mais c'est tout ce que je peux me permettre. Normalement, dans quelques années, mon salaire augmentera et je pourrai réduire la durée du prêt à 30 ou à 40 ans, comme tout le monde. Dépenses somptuaires, endettement des ménages, la croissance espagnole s'envole. Des sommes considérables sont parfois englouties dans des projets hasardeux, comme l'immense aéroport Castille de la Manche. Destiné à accueillir 2,5 millions de passagers par an, mais situé à 200 km de Madrid. Il est aujourd'hui désert.
L'euro avait promis du crédit bon marché aux pays membres. Il a trop réussi. Avec des taux d'intérêt bas, l'argent des crédits coule à flot. J'ai trouvé amusant qu'après une année ou deux de mise en service, de nombreux partisans de l'euro s'exclament « Ça a marché !» Parce que ceux qui voyaient les difficultés potentielles auxquelles l'euro pouvait être confronté ne pensaient pas qu'elles surviendraient du jour au lendemain. À l'époque, un autre pays du Sud a bien profité de la manne européenne. En 1998, la Grèce est le seul pays à avoir raté son entrée dans la zone euro. Mais contre toute attente, 18 mois plus tard, Yiannos Papandreou, le ministre des Finances grec, arrive en vainqueur à Bruxelles. La Grèce se qualifie pour l'eurozone. C'était difficile de refuser à la Grèce, qui est une mère patrie pour l'Europe, sa place dans l'euro. Il est clair qu'il y a eu une forme de bienveillance. Pendant que l'Espagne est grisée par sa bulle immobilière, la Grèce, elle, se dope aux dépenses publiques. En témoigne le grand chantier des JO d'Athènes en 2004. 13 milliards d'euros dépensés en infrastructures pour des cérémonies fastueuses. L'essentiel du financement est apporté par l'État grec. Pour parachever son accession dans la zone euro, la Grèce s'illustre à l'Euro 2004 de football. Les Grecs l'emportent, ils sont sacrés champions d'Europe. Rien ne semble pouvoir les arrêter. Lorsque les gens disent « Oh, la période qui a précédé 2008 était une période de succès », ma réponse est « Non, c'était une période d'échec. Les marchés dysfonctionnaient, ils allouaient des ressources excessives, comme par exemple à l'immobilier espagnol. » Lorsque j'étais président de la Banque Centrale Européenne, dès 2005, j'ai écrit une lettre au gouvernement pour leur dire « Attention, nous avons des divergences en matière de compétitivité, en matière de coûts unitaires de production et de déficit des balances des paiements courants qui sont en train de se creuser. C'est un élément très important qu'il faut que les gouvernements et la Commission regardent de très près. » Un point d'explication là-dessus, Daniel. Comment expliquer que l'euro devienne synonyme d'excès d'argent facile pour tous ces pays membres ? C'est le paradoxe central. On redoutait une monnaie forte, on redoutait une politique monétaire rigoureuse, on a exactement le contraire. Au cours de cette période, la Banque centrale pratique des taux très bas, elle prête aux banques commerciales à des conditions très avantageuses, les banques commerciales prêtent elles-mêmes à des conditions très avantageuses aux ménages et aux entreprises, et c'est ça qui explique cette euphorie monétaire au cours de la période. Et l'Allemagne laisse faire ? C'est le cœur du paradoxe. À ce moment-là, l'Allemagne est malade, sa croissance économique est anémique. Donc ça intéresse les Allemands d'avoir une politique monétaire très laxiste, et la Bundesbank, la banque centrale allemande, laisse faire. Aux États-Unis, au même moment, on a également une politique monétaire très laxiste. Les autorités redoutent les conséquences économiques du 11 septembre. Donc eux aussi, ils lâchent des vannes du crédit et au bout du compte, on a une flambée de monnaie bon marché partout dans le monde. En réalité, à ce moment-là, en Europe, on pense que c'est le miracle de l'euro. L'argent est facile parce que l'euro nous a libérés des chaînes de la finance traditionnelle et donc on ne voit aucune raison d'endiguer un processus qui crée des emplois en Espagne et ailleurs. En octobre 2009, Georgios Papandreou, chef du Parti socialiste grec, remporte les élections. Quelques semaines plus tard, il se présente devant le Parlement et dévoile un scandale d'État. La Grèce a triché sur ses comptes. Le déficit annuel est abyssal. Il n'est pas de 3,7% comme on l'avait cru, mais de 12,5%. On avait envoyé des équipes sur le terrain, qui sont des équipes qui sont formées pour regarder les comptes publics, qui sont les meilleures équipes qu'on puisse trouver au monde. Ils avaient dit, ils trichent, mais par des montants qui étaient infiniment plus petits que les montants qui sont révélés vrais quand les vrais chiffres sont sortis. Peu de temps avant que la crise n'éclate, nous étions allés en Grèce avec le président de la République, et les Grecs le gouvernement grec de l'époque,
non seulement était extrêmement optimiste, mais on avait engagé toute une discussion sur l'achat de Rafale, sur des contrats d'armement très importants. Et donc voilà, il y a un tel décalage entre l'attitude de ce gouvernement, sa manière, sa satisfaction par rapport à sa situation économique et la réalité, oui, il y a des raisons d'être un peu en colère. C'est la sidération. Clientélisme, corruption, une évasion fiscale de 30 milliards d'euros par an. L'Europe découvre l'ampleur de la catastrophe. Lunettes noires au volant de sa voiture, ce jeune grec est pourtant aveugle. Ou du moins, il est enregistré comme tel auprès de l'administration depuis maintenant 10 ans. Son handicap, il l'a inventé de toutes pièces pour toucher la pension. Je suis allé voir un médecin que je connaissais. J'ai payé un pot de vin, mais il ne faut pas croire que ça me rapporte tellement d'argent. Seulement 700 € tous les 2 mois. En Grèce, 40 000 femmes touchent la retraite d'un parent mort. Des hommes perçoivent une indemnité d'accouchement. La fraude ronge tous les pans de l'économie. Dominique Strauss-Kahn a été nommé directeur du FMI 2 ans plus tôt. Cette crise, il y fait face en première ligne. Papandréou l'appelle à l'aide. Qui me dit, Dominique, à ce que je vois là, on va avoir besoin d'un plan du FMI. Et moi, je lui dis, écoute, sans doute, mais là, il y a quand même un petit personnage supplémentaire qui est l'Union européenne. Et donc, il faudrait peut-être que tu fasses le tour de tes collègues de l'Union européenne pour être sûr qu'ils sont d'accord pour que le FMI vienne s'occuper des affaires de la Grèce. Il me dit, ah bon, tu crois? Oui, je crois, oui. Et pour cause. La Grèce est dans la zone euro. Sa situation financière affecte la monnaie unique. Athènes ne peut agir seule. Son salut passe par un accord de la France et de l'Allemagne. Mais encore faut-il que ce couple fonctionne. Nicolas Sarkozy a remplacé Jacques Chirac à la tête de l'État. Nicolas Sarkozy est un homme pressé. Portable à l'oreille, hyperactif. C'est un virage à 180 degrés avec l'air Chirac. Et ça fait que commencer. Je savais que j'étais élu pour 5 ans. Nicolas Sarkozy, pour rassurer, a besoin qu'on le voit souvent. A besoin qu'on lui parle beaucoup et donc qu'il soit très actif dans le contact. Et le cas grec lui en offre l'occasion. Nicolas Sarkozy a une position très tranchée. La zone euro ne peut abandonner l'un de ses membres sans menacer les autres. Nicolas Sarkozy a toujours défendu une ligne européenne stricte, une ligne européenne forte. Nous devons tout faire pour sauver l'euro. Nicolas Sarkozy a été aux avant-postes pour que l'Europe et le monde réagissent après la crise américaine de 2008. Quand le désordre sur les marchés est aussi grand, quand des sentiments de panique irrationnels gagnent peu à peu les esprits, tout le monde se tourne vers les institutions publiques. Cette fois encore, il veut prendre les choses en main. Mais à Berlin aussi, la donne a changé. Angela Merkel est arrivée à la tête de l'État en 2005. Fille de pasteur, originaire de RDA, c'est une femme de principe, une femme austère. J'ai eu une enfance normale. J'ai eu, bien sûr, des accès de colère, mais pas tant que ça. Et je n'étais pas spécialement rebelle. Avec Nicolas Sarkozy, c'est le choc des cultures. Non mais elle arrive là. Il faut que j'y aille. Lui et Angela, c'est 2 cultures très différentes, 2 mondes très différents. Quelquefois, c'est assez amusant de voir comment Angela regarde Sarkozy à la fois admirative, mais aussi en même temps incrédule. Mais elle dit, c'est pas possible. C'est la lune de miel, Monsieur le Président? Hé, Angela, il demande... Demandez-lui. Honeymoon. Honeymoon. Oui.
Nous coopérons, précise la chancelière. Avec Nicolas Sarkozy, on peut discuter d'un sujet sérieux pendant un quart d'heure, au bout d'un quart d'heure, on passe à autre chose. Merkel, écoutez, je vais faire hurler beaucoup, moi j'aime bien Angela Merkel, je peux rien, c'est comme ça. Face à un Nicolas Sarkozy qui était très agressif au bon sens du terme, elle avait une manière de répondre qui n'était pas du tout brutale, c'est-à-dire qu'elle disait pas niette ou nein, elle disait faut réfléchir. Et moi il faut que j'en parle avec mes amis. Sur la question grecque, le couple franco-allemand est loin d'être soudé. Angela Merkel veut que le FMI gère la crise et non l'Union européenne. Car alors c'est l'Allemagne, premier contributeur, qui paierait pour les dettes grecques. Les Allemands étaient sur une position un peu rigoriste, presque moraliste. Au fond, les Grecs avaient menti. Au fond, les Grecs n'étaient pas en situation d'être aptes et dignes de rester un membre à part entière de la zone euro, donc ils devaient être punis. Schuld veut dire à la fois faute et dette. Et ça, je crois, dans la psychologie allemande, quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que la dette est quelque chose de mal en soi. On nous demandait à verser de l'argent dans un trou sans combler le trou, ce qui n'était pas acceptable. Le 10 mars 2010, Angela Merkel fait un discours au Bundestag. Une réponse directe à Nicolas Sarkozy. Nous devons pouvoir exclure un pays de la zone euro si encore et encore ce pays s'obstine à ne pas remplir les critères. Pendant que Paris et Berlin s'affrontent pour savoir qui, du FMI ou de l'Union européenne, doit sauver la Grèce, les marchés passent à l'attaque. Pour financer son déficit, la Grèce doit emprunter. Mais les taux flambent. On commence avec le SOS lancé par la Grèce cet après-midi, sous la pression des investisseurs, mais aussi des spéculateurs. Le pays a dû se rendre à l'évidence. Il ne pourra pas payer ses dettes. Le 23 avril 2010, le pays est au bord de la cessation de paiement. De l'autre côté de l'Atlantique, la réaction ne se fait pas attendre. Commence alors une pression redoutable sur l'Allemagne. Encore éprouvés par la crise des subprimes, les États-Unis craignent que la crise grecque n'affole les marchés, provoquant une débâcle mondiale. Le président Barack Obama ne peut laisser faire. Washington impose sa solution au couple franco-allemand. La Grèce sera renflouée avec l'aide du FMI et de l'Union européenne. Monsieur Obama a réveillé Madame Merkel une nuit, lui expliquant qu'il fallait à tout prix résoudre ce problème qui mettait en danger non seulement l'Europe, mais le monde entier. Les chefs d'État européens se réunissent à Bruxelles. Un premier plan d'aide est mis en place. La Grèce reçoit 110 milliards. Un tiers financé par le FMI, 2 tiers par les États de la zone euro. Le plan d'aide met ainsi le pays à l'abri de la pression extérieure, mais pour combien de temps? Je crois que ça a été un pas en avant important, sauf que c'est 6 mois trop tard. Et le 6 mois trop tard, j'insiste dessus, parce que tout ce qui se passe depuis la crise des subprimes, c'est toujours 6 mois, 1 an trop tard. On finit par prendre les décisions, on finit par faire les choses. Mais il y a toujours une telle réticence politique à accepter de bouger qu'on le fait qu'à la dernière minute. Trois jours plus tard, Athènes s'enflamme. Des manifestants tentent de prendre d'assaut le Parlement. Les Grecs n'acceptent pas le plan d'austérité adopté en contrepartie de l'aide européenne. Des cocktails Molotov sont lancés contre une banque. 3 occupants périssent brûlés. La crise de l'euro fait ses premiers morts. Les marchés ne perdent pas une miette du spectacle. Pour eux, tout est déjà joué. Malgré les 110 milliards d'aides, la Grèce n'arrivera jamais à rembourser ses dettes. Pire, et si elle n'était que la partie émergée de l'iceberg.
Xavier Muscat est secrétaire général de la présidence, l'un des proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy. La Grèce, c'est l'étincelle dans le magasin de poudre. C'est-à-dire qu'il y a une situation de déséquilibre massif dans plusieurs pays. Notre préoccupation à ce moment-là, c'est que les troubles qui peuvent être engendrés par la situation grecque ne s'étendent à d'autres pays. Eh bien, c'est l'existence même de l'euro, pour le coup, qui eût été en question. Jusqu'alors, les marchés ont considéré la zone euro comme une valeur sûre. Mais en 2010, la dette italienne, par exemple, atteint 120% du PIB. Et si une partie de la zone euro était proche du défaut de paiement? On sait tous que derrière, il y a d'autres pays européens, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, avant de parler de la France, qui sont pas dans la même situation que la Grèce, mais qui sont quand même dans une situation très très difficile. Et comme on a le sentiment à l'époque que les marchés sont absolument déterminés à faire tomber la monnaie européenne, si vous voulez, c'est la blessure qui va ensuite attirer les prédateurs. À peine 5 jours après le premier plan d'aide, les ministres des Finances se retrouvent à nouveau à Bruxelles. On est là pour travailler, pour décider d'un mécanisme qui permette d'assurer la stabilité de l'euro, la stabilité dans la zone, mais au-delà la stabilité sur les marchés financiers. Cette fois, l'Europe frappe fort. Prise dans la tempête de la crise, elle rompt avec l'esprit de Maastricht. L'Union crée un FMI européen, le Fonds européen de stabilité financière. Une enveloppe de 750 milliards d'euros pour garantir les dettes des États les plus fragiles. Wolfgang Schäuble est le ministre des Finances allemand, l'un des hommes les plus influents du gouvernement Merkel. Ce fonds, c'était une sorte de bouclier qui avait été conçu comme quelque chose que l'on affiche, une sorte de bazooka que l'on met en avant pour dire aux marchés financiers « Vous n'avez pas à vous inquiéter pour la stabilité de la monnaie européenne. Il y a là une réserve de fonds qui suffira largement. 750 milliards, c'est une somme tellement énorme qu'il n'y a pas à s'inquiéter. » Ce jour-là, à Bruxelles, Angela Merkel cède pour sauver la monnaie unique. Nicolas Sarkozy est l'un des premiers à s'en féliciter. L'euro, c'est l'Europe. L'Europe, c'est la paix sur ce continent. Nous ne pouvons pas laisser défaire ce que les générations précédentes ont construit. C'est ça qui est en cause. J'ai souvent entendu Nicolas Sarkozy me dire ou dire au Conseil des ministres qu'il n'y avait aucune solution possible à la crise de la zone euro sans un accord entre Paris et Berlin. En fin de compte, la vertueuse Allemagne va donc payer pour les États en faillite. Mais la chancelière allemande n'a pas dit son dernier mot. Est-ce qu'on peut dire, Daniel, qu'en créant, sous la pression des événements, ce FMI européen, l'Europe commence à faire le chemin qu'elle n'avait pas fait au moment de Maastricht? Oui, absolument. On s'autorise à faire des choses qu'on croyait interdites. On franchit le Rubicon. On aide un État en difficulté. C'est évidemment une rupture majeure par rapport à ce qui était prévu au départ. Maintenant, ayant dit ça, l'attitude allemande reste très ambiguë. Madame Merkel se demande, est-ce qu'il faut aider ou punir? Et en réalité, elle va essayer d'aider et punir. Mais punir la Grèce, les États qui ont des déficits, punir qui? Punir d'abord la Grèce. Au départ, les conditions financières qui lui sont accordées ne sont pas si généreuses que ça. Et puis punir plus généralement toutes les banques qui pourraient être tentées à l'avenir de faire des crédits à des États impécunieux. Il y a un épisode qui résume très bien cette tension. Jean-Claude Trichet, qui est président de la Banque Centrale Européenne, veut accompagner le retour au calme et essaye de s'autoriser à racheter de la dette grecque pour soulager la pression. Il déclenche la colère des Allemands. Le président de la Banque Centrale Allemande, la Bundesbank, Axel Weber, démissionne à ce moment-là pour expliquer qu'il n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se produire à ce moment-là. Alors les Allemands cèdent ou ils ne cèdent pas? Madame Merkel est bien obligée de céder, mais en réalité, elle rumine, elle prépare sa revanche. Un grand sociologue allemand disait « Madame Merkel, c'est Madame M ». Je dis oui, mais en fait, je suis pas d'accord.
c'est pas une bonne façon de restaurer la confiance. C'est à Deauville, quelques mois plus tard, qu'Angela Merkel va prendre sa revanche. Ce qui s'est passé en Grèce ne doit pas se reproduire. D'accord pour que l'Europe éponge les dettes du passé, mais à l'avenir, les prêteurs d'un État en faillite en seront de leur poche. Et pour que la crise ne se répète pas, il faut des sanctions automatiques pour les pays qui ne contrôlent pas leur déficit. La France est dans ce cas. Pour Nicolas Sarkozy, ce deuxième point est inacceptable. Il cède sur le reste. La chancelière quitte Deauville, satisfaite. Nicolas Sarkozy mesure-t-il les conséquences de cet accord? C'est la cata. Honnêtement, il y a rarement eu un sommet qui donne des résultats aussi négatifs. Qu'est-ce que vous faites quand vous reprenez une entreprise qui va pas bien? Vous réglez les dettes du passé en négociant avec les créanciers comme vous pouvez. Et si vous pouvez rembourser que la moitié, ben vous remboursez que la moitié parce que vous avez ce que vous avez. Mais vous dites pour l'avenir à vos banquiers, là, si vous me prêtez maintenant, je vous rembourserai tout. Vous créez la confiance pour l'avenir et vous ergotez, vous mégotez, vous discutez autant que vous pouvez pour le passé. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'inverse. Ils disent, toutes les dettes passées de la Grèce, elles seront remboursées jusqu'au dernier centime. C'est le refus de la restructuration. Finalement, elle finira par se faire parce qu'ils ne résisteront pas. Et à ce moment-là, ils disent, toutes les dettes passées, elles seront remboursées jusqu'au dernier centime. Mais pour l'avenir, attention les gars, si vous prêtez et qu'il y a un problème, vous risquez de ne pas être remboursé. Il faut exactement l'inverse de ce que fait n'importe quel chef d'entreprise lorsqu'il reprend une entreprise en difficulté. C'est une négociation, donc c'est voilà. Nicolas Sarkozy avait des choses à obtenir. Angela Merkel était très très arc-boutée sur ce sujet. Une négociation, c'est toujours un compromis. Simplement, on ne sait jamais où est-ce qu'il faut mettre le curseur. Et en l'occurrence, je pense qu'il n'est pas tombé au bon endroit. Les marchés paniquent. Tu vends 150 000 Dexia sur ce niveau, tu vends. Ils ne veulent plus prêter d'argent aux pays les plus fragiles. L'accord franco-allemand fait l'effet d'une bombe. C'est l'effet domino dans l'Euroland. C'est le souvenir d'une tension extrême et permanente. La crise est en train de s'aggraver, échappe à tout contrôle, et que peut-être nous allons vers une très grande catastrophe. L'Irlande s'effondre. Le peuple manifeste. Les 3 plus grandes banques font faillite. Puis le Portugal est à son tour au bord du défaut de paiement. Enfin, l'Espagne, 4e économie de la zone euro, entre à son tour dans l'œil du cyclone. Quand j'ai entendu ça, j'ai ressenti une grande inquiétude. Parce que je sentais qu'inévitablement, l'Espagne allait se retrouver dans le cortège des pays à problème. Il n'y a plus de prêteurs pour les banques espagnoles. L'économie s'effondre. La bulle immobilière éclate. 500 000 personnes perdent leur logement. Le pays sombre. Allez, bougez-vous, venez signer ici. Une signature pour que personne ne perde sa maison. J'étais préoccupé, très préoccupé, de constater que, comme les autres grands pays, nous étions totalement dépendants de ce que feraient les marchés le lundi suivant. Il y avait des businessmen agressifs, des traders derrière leur ordinateur qui, en 1 heure, pouvaient jeter dans le gouffre 3, 4, 5 pays. Et je me suis dit, la politique, elle arrive trop tard. Pendant 1 an, l'Europe essaie d'éteindre l'incendie. Enfin, en octobre 2011, à Bruxelles, elle remet au pot. Après des heures de négociations, le fonds de stabilité est porté à 1 000 milliards d'euros. L'erreur de Deauville est effacée. Un accord sur la dette grecque est également trouvé. Les marchés relâchent la pression. Ce soir-là, les visages se détendent. L'avancée est sans précédent. Mais le répit va être de courte durée. 3 jours plus tard, à la surprise générale,
Georgios Papandréou appelle les citoyens grecs à se prononcer par référendum sur la poursuite des plans d'austérité imposés par l'Europe. L'édifice se lézarde. Nous devons donner la priorité aux citoyens, souligner leur rôle et leurs responsabilités. Ils sont la source de notre force et de notre existence même. Je veux dire qu'on est tombé de l'armoire, que Nicolas Sarkozy et Angela Merkel étaient vraiment fous furieux. Le président Sarkozy particulièrement. Je pense qu'il avait le sentiment qu'il s'était battu et qu'il avait été trahi d'une certaine façon. Jamais Papandréou n'avait parlé devant ses homologues européens de référendum, jamais. Pendant que la rue gronde à Athènes, la France élabore dans le plus grand secret l'opération Black Swan, un plan d'action en cas d'éclatement de l'euro. Black Swan, c'était le nom de code qu'on avait donné avec 2-3 collaborateurs de très haut vol pour imaginer le pire. On s'est retrouvé dans la situation de commencer à réfléchir à une sortie de l'euro. Et derrière la sortie de la Grèce, de la zone euro, c'était le début d'un processus de désagrégation de la zone euro. À l'automne 2011, les grands de ce monde se retrouvent sur la Côte d'Azur. Au sommet du G20 à Cannes, l'ordre du jour est modifié. Il est entièrement consacré à la crise de l'euro. Un autre pays est dans l'œil du cyclone, l'Italie. Son effondrement serait le coup de grâce pour la zone euro. Silvio Berlusconi est à ce moment-là dans la ligne de mire des marchés et de ses partenaires. Ils ne lui font plus confiance pour sortir de la crise. Nicolas Sarkozy accueille Angela Merkel. Les deux leaders ont fomenté un plan dans l'urgence. En finir avec Papandréou et Berlusconi. 10 jours plus tôt déjà, ils ne laissaient aucun doute sur leurs intentions. Et lorsque l'on demande aux deux dirigeants européens s'ils ont confiance en Silvio Berlusconi, les sourires de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel veulent tout dire. Face au discrédit international, il sera poussé à la démission. Berlusconi, qui a été contraint d'accepter de la part des membres du G20 sous présidence française le regard du FMI sur ses comptes, il est rentré en Italie, il a duré un mois, il a sauté. Reste la deuxième cible, Georgios Papandréou. Ça a été des réunions jusqu'à 1h ou 2h du matin, extraordinairement tendues, où Papandréou a été soumis à la question. On a vu son visage évidemment évoluer au fur et à mesure des conversations très tendues. Il a compris à un moment que les Européens ne lâcheraient pas et lui poseraient la question de confiance en disant « Évidemment, tu es libre de faire ton référendum, mais tu ne peux pas poser la question de savoir si tu acceptes l'argent qu'on te prête. La question que tu vas poser aux Grecs, et ça c'est pas négociable, parce que sinon on ne te prête pas l'argent, c'est est-ce que oui ou non la Grèce reste dans la zone euro ?» Papandréou est au pied du mur. Un oui du peuple grec ne constitue pas seulement un oui pour la Grèce, c'est aussi un oui pour l'Europe. Mis au banc par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, Georgios Papandréou annule son projet de référendum et présente sa démission une semaine plus tard. Il sera remplacé par Loukas Papademos, un technicien. Sa mission, poursuivre la politique d'austérité. Désormais, c'est devenu le leitmotiv de toute l'Europe. Ça, c'est quand même extraordinaire. L'Europe choisit ou renvoie elle-même les dirigeants des nations. C'est ça, l'Europe? C'est ce que Merkel et Sarkozy pensent pouvoir imposer aux Européens. Oui, on remplace des gouvernements légitimement, démocratiquement élus par des techniciens. En Grèce, on nomme le président de la Banque centrale à la tête du gouvernement. En Italie, on nomme M. Mario Monti, qui est une personnalité éminemment respectable, très appréciée en Italie et en Europe, mais qui n'a jamais été élu. On le nomme à la tête du gouvernement italien. Mais la situation est si grave que ça, à ce moment-là? Oui, il y a vraiment le feu dans la prairie. Après Deauville, c'est pas juste le Portugal et l'Irlande qui tombent après la Grèce. Il faut voir que la France, à l'automne 2011, est attaquée par les marchés. Les taux d'intérêt que la France doit payer sont près du double de ceux qui sont payés par l'Allemagne. Les agences de notation annoncent à ce moment-là qu'elles vont dégrader la note française. Donc on est à un moment de paroxysme où on pense qu'en effet, tout cet édifice peut tomber. Mais est-ce que dans le même temps, on a vu le sommet de Bruxelles, l'Europe s'est donné de nouveaux outils pour l'euro?
Oui, on l'a vu dans le film. On dote le Fonds de stabilité financière de ressources additionnelles. Ça monte maintenant jusqu'à 1 000 milliards d'euros. C'est une somme très importante. Et puis par ailleurs, toujours la méthode de Mme Merkel, je donne d'une main et je reprends de l'autre, on a un nouveau traité qui a été ratifié en France depuis, qui oblige à l'équilibre budgétaire les pays de la zone euro. Fini les 3%, il faudra être pratiquement à l'équilibre quand ce traité sera mis en œuvre. C'est ce qu'on appelle la règle d'or. C'est ce qu'on appelle en France la règle d'or. C'est le nouveau cadre budgétaire qui va s'imposer aux pays européens. Et au fond, les Européens, à ce moment-là, se disent « j'ai mes 1 000 milliards, j'ai la règle d'or, j'ai des techniciens à la tête des États en difficulté, le problème est réglé ». C'est juste oublier que dans les démocraties, comme celles qu'on a en Europe encore, ce sont les peuples qui ont le dernier mot. En 2012, l'Europe serre les dents. Les pays du Sud s'enfoncent un peu plus dans l'hiver économique. Chômage, restrictions budgétaires, l'austérité s'installe. Qu'est-ce que vous ressentez? Avec toutes ces coupes budgétaires, les licenciements dans la fonction publique, l'augmentation des tarifs des hôpitaux, les impôts. Je ne sais pas jusqu'à quand les gens vont tenir si le gouvernement ne fait pas marche arrière sur certaines choses, comme la hausse de la TVA. Oui. Il y a un grand sentiment d'insécurité. Les gens se sentent fragilisés. Ils ne savent pas de quoi demain sera fait. La journée, je suis à la rue. La nuit, je dors chez une dame. Une parente? Non, une connaissance, une voisine. Ce qui nous a beaucoup frappé sur la Grèce, c'est que par exemple 79% des personnes que nous avons reçues gagnaient leur vie, mais ne pouvaient pas se permettre de payer pour leur accès aux soins. Les parents ne vaccinent plus leurs enfants parce que c'est trop cher. Les gens sont étranglés, les gens n'arrivent plus à survivre. C'est ça qu'il faut comprendre. Mettre tout sur le dos du FMI, c'est légitime, très bien. Il y a une chose qu'on peut mettre sur son dos, c'est qu'on s'est un peu trompé. On poussait pour des emprunts plus longs, une pression moins forte, plus de croissance. La réalité, c'est que la politique la plus simple, qui dit on va serrer la vis, l'a emporté, et que, bien sûr, il fallait serrer la vis sur un certain nombre de choses, mais que serrer la vis uniquement ne suffisait pas de notre point de vue. Donc on a imposé aux Grecs, je le disais à l'instant, une politique absolument insupportable, qui aujourd'hui a des conséquences en Grèce qui sont terribles. En Grèce, le parti néo-nazi Aube dorée émerge. En mai 2012, il fait 7% aux élections législatives. Un score totalement imprévu. 18 de ses membres entrent au Parlement. Mais au-delà de la Grèce, ce sont tous les peuples européens qui s'enflamment. Madrid se remplit de centaines de milliers d'indignés. C'est la faute du gouvernement. Il faut qu'on le sache en France, en Allemagne et partout. Ils sont en train de tuer les gens à cause de ces putains de banques. Au Portugal, on s'insurge contre le FMI et ses plans d'austérité. On marche contre le gouvernement, contre sa politique, pour une nouvelle voie pour le pays, de nouvelles alternatives, contre l'inévitable, contre l'austérité. Aujourd'hui, c'est de pire en pire. Les gens ont faim, perdent leur maison, leur emploi. Ce n'est pas une solution pour le Portugal. À Rome, le comique Beppe Grillo fait son entrée en politique. Le comédien harangue les foules contre le remboursement de la dette publique. Un coupable désigné, l'Allemagne, gardienne de l'euro-fort. La germanophobie est de retour. Les Européens émigrent. Les Portugais partent chercher du travail au Brésil, leur ancienne colonie, inversant le cours de l'histoire. Les Espagnols, eux, tentent de fuir le chômage en Allemagne. Je suis prêt à partir en Allemagne, en Suisse, en France, n'importe où pourvu que j'ai du travail. De toute façon, ici, nous n'avons pas de futur. Ça fait 3 ans que je suis au chômage et dans quelques mois, j'arrive en fin de droit. Je n'aurai plus rien. Partout en Europe, les politiques paient la crise, quelle que soit leur couleur. En Espagne, le parti de José Luis Zapatero est balayé.
Au Portugal, José Socrates est écarté. En Italie, Mario Monti, qui a succédé à Berlusconi, est battu. C'est l'alternance, sauf en Allemagne. Angela Merkel est toujours là. La France ne fait pas exception. Nicolas Sarkozy est battu. François Hollande est élu président de la République. Pour la première fois, un des moteurs de l'Union change radicalement de discours. À peine désigné par les Français, le nouveau président s'adresse tout spécialement aux pays du Sud. Dans toutes les capitales, au-delà des chefs de gouvernement et des chefs d'État, il y a des peuples qui, grâce à nous, espèrent, regardent vers nous et veulent en terminer avec l'austérité. La France ne se laissera pas dicter sa conduite par Angela Merkel. Il faut donner une impulsion nouvelle à l'Europe, remettre la croissance au centre du jeu. Premier voyage officiel. François Hollande monte dans l'avion présidentiel, direction l'Allemagne. Mais voilà. Après à peine 4 minutes de vol, le jet présidentiel subit un coup de foudre, similaire à celui-ci, filmé sur un autre avion au Japon. Signe prémonitoire, le président ne va pas tarder à être fixé. Premier tapis rouge pour François Hollande et premier apprentissage du protocole européen. Angela Merkel n'en démord pas. La cure d'austérité n'est pas négociable. Mais François Hollande insiste. Tout doit être mis sur la table, par les uns comme par les autres. Tout ce qui peut contribuer à la croissance. Et pourtant, un mois plus tard, le président français va devoir se rallier sans rien y changer au pacte négocié par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. L'Europe est-elle vouée à l'immobilisme? Va-t-elle trouver son homme providentiel? C'est un Italien qui va changer la donne. Le 26 juillet 2012, Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne, fait une déclaration. Mario Draghi est un ancien de Goldman Sachs. Ce jour-là, personne ne connaît le contenu de son annonce. Elle va pourtant faire avancer l'euro comme jamais depuis le début de la crise. La BCE est prête à tout pour préserver l'euro. Et croyez-moi, ça suffira. Avec une simple phrase, Mario Draghi vient de faire un putsch. Le président de la BCE déclare qu'il ira au-delà du mandat de la banque. En cas d'urgence, elle interviendra de son propre chef pour voler au secours d'un pays en difficulté. Exit les jeux de pouvoir de l'Allemagne et la France. Mario Draghi, à ce moment-là, est le chef de guerre de l'Europe. C'est celui qui va sauver l'Europe, alors que, normalement, ce n'est qu'un banquier. L'effet de l'annonce est immédiat. Les marchés sont rassurés. La BCE se pose en garant ultime de l'euro. Une banque centrale comme la Banque Centrale Européenne, elle peut produire 5 000, 6 000 milliards d'euros de création monétaire. Donc elle offre une résistance tellement puissante que plus aucun fonds de pension ne peut commencer à jouer avec la disparition de l'euro. Et c'est quand même ça, la clé du retour au calme des marchés à l'égard de l'euro. Les taux payés par l'Italie, l'Espagne et l'Irlande baissent brutalement. La Grèce retrouve l'accès aux marchés financiers. Mais il reste un goût amer. Si la Banque Centrale Européenne avait fait ça en 2009, il n'y aurait pas eu cette crise. Je n'en ai pas le moindre doute. Je l'ai vécu directement. Directement. Le problème, c'est qu'on a opté pour une banque centrale qui, en période de crise, n'avait pas les instruments suffisants. Les politiques viennent toujours trop tard, dit José Luis Zapatero. Daniel, pourquoi est-ce que ça n'a pas été possible plus tôt? D'abord, il faut bien voir que Draghi éteint l'incendie. Après sa déclaration, les taux d'intérêt vont s'effondrer partout. Même la Grèce, on l'a dit, retourne sur les marchés financiers à des taux d'intérêt moindres de 5%. Pour les investisseurs internationaux, la crise de l'euro aujourd'hui est finie. Mais pourquoi
a-t-il pu, à ce moment-là, imposer sa décision? Parce que, entre le moment où Jean-Claude Trichet a essayé timidement de faire la même chose et le moment où Draghi fait son intervention, sa déclaration, il s'est passé 3 ans de crise. Je crois que même Mme Merkel comprend qu'il y a le feu, une nouvelle fois, que l'euro peut s'effondrer. Alors, elle recadre M. Hollande quand il s'agit des finances publiques de la France, mais en réalité, silencieusement, elle accepte le plan Draghi, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Draghi peut proposer quelque chose d'aussi ambitieux. Alors, on arrive au terme de ce film. Je résume à grands traits. L'Europe s'est dotée d'un fonds de solidarité pour aider les pays les plus en difficulté. L'Europe s'est dotée d'un mécanisme de surveillance des déficits budgétaires. La Banque Centrale Européenne s'est dotée d'une nouvelle politique. Est-ce qu'on peut dire que l'Europe a su réagir? Est-ce que le verre est à moitié vide ou à moitié plein? Est-ce que l'euro est sauvé? Je ne dirais pas que le verre est à moitié plein. Ce serait vraiment une insulte pour tous les chômeurs aujourd'hui qui subissent les conséquences des erreurs de politique économique qu'on a faites. Maintenant, oui, on est sans doute au milieu du gué. Il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire si on veut passer de l'autre côté de la rive. Par exemple? Je vais donner un exemple simple. Il y a un personnage dont on ne parle jamais dans cette émission. C'est le successeur de Jacques Delors à la tête de la Commission européenne, M. Barroso. Il a été littéralement étouffé par les chefs d'État et de gouvernement. L'Europe, en réalité, n'a pas d'exécutif. Elle est toujours au milieu de négociations interminables et c'est pour ça qu'elle vient toujours trop tard après la crise. Je crois qu'il y a un moment aujourd'hui très important qui est peut-être en train de se jouer, peut-être un nouveau chapitre, et qui est que le président de la Commission européenne pourrait être celui qui viendra en tête des listes européennes qui vont être bientôt élues. C'est-à-dire qu'il serait choisi directement par les électeurs. Il aurait une légitimité tout à fait différente qui lui permettrait de peser bien davantage, de fixer un agenda et d'obliger les hommes politiques européens à s'y tenir. Et ça suffirait à franchir le gué, comme vous dites? Non, ce n'est qu'un nouveau chapitre d'une histoire qui est ouverte depuis le départ et qui le restera encore assez longtemps. Alors, trop peu? Trop tard? Qu'auraient fait les pères fondateurs? Bon nombre d'interdits de la création de l'euro ont finalement été levés, mais toujours avec retard et dans les convulsions. L'euro est au milieu du gué. Faut-il aller plus loin ou revenir en arrière? C'est au peuple d'en décider. Voilà pour ce roman de l'euro, un roman inachevé. Alors vous vous posez sans doute la question, et aujourd'hui et maintenant? Eh bien on va en débattre très librement autour de Daniel Cohen, avec nos invités qui représentent d'une certaine manière tout l'arc-en-ciel des opinions sur la monnaie unique. Bonsoir Guillaume Clossat. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler un fan à euro convaincu, président fondateur d'Europa Nova. Bonsoir Mathilde Lemoine, vous êtes une europhile, pas militante, mais un soutien de la monnaie unique. Vous êtes économiste, professeur à Sciences Po et vous avez publié de nombreuses études sur l'euro. Face à vous, un eurosceptique, un eurocritique même si vous pensez qu'il ne faut pas forcément abandonner la monnaie unique. Bonsoir Benjamin Coria, vous êtes professeur d'économie à Paris 13, coprésident des économistes atterrés, vous avez coordonné l'ouvrage Changer l'Europe. Et puis, un anti-euro du premier jour, j'allais dire, férocement anti-euro. Philippe Villain, vous êtes inspecteur des finances, aujourd'hui banquier d'affaires et vous conseillez de